Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Dans cette vidéo, on va parler des 10 choses que je déteste en Thaïlande. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors que je déteste, bon, détester, le mot est peut-être un petit peu fort, je vous l'accorde, c'est certain, je ne déteste pas les choses dont je vais parler dans cette vidéo, mais on va dire que c'est des petites choses qui me tapent sur les nerfs, depuis ces 11 ans maintenant que j'habite à Phuket en Thaïlande. Bien évidemment, j'adore ce pays, ça vous le savez si vous regardez mes vidéos et que vous êtes des adeptes de la chaîne Kathleen à Phuket. Mais aujourd'hui, c'est une petite vidéo où j'ai envie de me plaindre, je pense que c'est mon côté français qui ressort. Vous allez vous déchaîner certainement aussi dans les commentaires, je le sens. Donc c'est parti, on va parler de ces 10 choses qui m'énervent en Thaïlande. Allez, c'est parti. En numéro 1, on va parler du temps de la météo. Alors pourquoi je parle de la météo et du temps? Vous savez qu'en Thaïlande, on est dans un pays où il fait chaud toute l'année, on est en débardeur comme ça toute l'année, il fait plus de 30 degrés vraiment tout au long de l'année, il n'y a aucun problème. Et parfois, c'est quelque chose aussi qui, moi, m'agace, c'est-à-dire que j'ai parfois envie de sentir un petit peu des changements de saison. Alors c'est vrai qu'on a la saison des pluies et la saison sèche, mais en gros, on a deux saisons principales, et on va dire qu'en saison des pluies, quand on arrive sur la fin, on n'en peut plus de la pluie, on en a trop marre, tout est humide, tout colle, rien ne sèche, le linge ne sèche pas, enfin vraiment il y a des inondations, etc. et c'est casse-pied. Et en saison sèche, ce qui est le cas actuellement où nous sommes à la fin de la saison sèche, on n'en peut plus, on a envie d'avoir un petit peu de rafraîchissement dans les températures. Là ça monte à 35-38 degrés certaines journées, donc c'est vraiment très compliqué, on est collant, on pègue comme on dit dans le sud, comme je dis, on pègue du matin au soir, donc on a qu'une hâte, c'est de prendre sa douche le soir et ensuite de vite aller dans sa chambre à la climatisation parce qu'il fait tout le temps une très grosse chaleur. Moi, c'est vrai que ce qui me manque un peu, c'est ce changement de saison et on va dire aussi peut-être ces températures un peu plus fraîches parfois parce qu'au fait on a zéro repère tout au long de l'année. C'est vrai que quand en France on réfléchit à un moment, on va dire bah tiens l'été dernier j'étais là et puis là pour l'hiver, oui pour Noël j'avais fait ça. Nous on n'a pas de repère. Parfois les gens me disent ah mais oui mais je suis venue l'été dernier, et pour moi l'été c'est pas juillet-août, c'est tout le temps en fait. Donc j'ai pas ces repères là dans le temps par rapport à des températures et au mois de l'année. Donc on va dire que c'est quelque chose qui m'agace un petit peu et que là cette année c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer en France pour Noël. Alors ça fait 11 ans que je n'ai pas mis les pieds en France pendant l'hiver, j'y vais généralement à chaque fois pendant la saison d'été et là j'y vais en hiver. Alors bon, vous me direz je vais dans le sud de la France, donc je vais pas avoir du moins 20 degrés, mais j'avais envie de froid cette année, j'ai envie d'aller au ski, j'ai envie d'aller à la montagne, j'ai envie de manger de la raclette, voilà, de boire des chocolats chauds au coin de la cheminée. Cette année, je sais pas pourquoi, j'ai eu vraiment cette envie, ça fait 2 ans que j'ai envie de ça et que je me dis bon j'irai, et là cette année c'est décidé, mon billet est réservé, donc je passe mon anniversaire qui est en décembre et Noël en famille en France, donc souhaitez-moi de la neige, parce qu'au moins pour une fois que j'y vais, au moins je me plaindrai pas, il y aura de la neige. En numéro 2, on va parler des trottoirs. Alors les trottoirs à Phuket, c'est toute une histoire, c'est pareil un peu dans toutes les, on va dire dans toutes les grandes villes de Thaïlande, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. En fait, il y a très peu de trottoirs en Thaïlande sur les routes. Il y en a à Phuket, vous avez Phuket Town où il y a quand même pas mal de trottoirs. À Patong aussi, il y a pas mal de trottoirs. Et nous, par exemple, à Rawai, le seul vrai trottoir qu'il y a, on va dire qu'il est autour du lac de Rawai, où là, on voit en effet que les gens viennent courir, viennent marcher, etc. Le peu de trottoirs qu'il y a, ils sont en très mauvais état en plus. Donc c'est ça qui est casse-pied, c'est qu'on est toujours obligé de marcher en regardant où on marche pour ne pas se tordre la cheville tous les 2 mètres dans un trou, dans un carrelage qui s'est soulevé à cause des racines, etc. Donc c'est pour les gens qui aiment marcher comme moi, et moi j'adore marcher, je déteste courir, mais par contre marcher, je peux marcher des heures. C'est quelque chose qui m'embête un peu parce que parfois j'aimerais faire des longues marches et en fait c'est très dangereux, la route est très dangereuse ici, et si on n'a pas un trottoir, c'est vrai que, en plus moi je marche avec ma musique par exemple, donc j'entends pas les voitures, et voilà, je vois que ça passe très près de moi parfois, et c'est assez dangereux. Il faut savoir
savoir que les Thaïlandais détestent marcher, c'est vraiment quelque chose qui les horripile. Ils préfèrent prendre le scooter pour faire 10 mètres que de prendre leurs pieds et de marcher. C'est principalement à cause du soleil, hein. Le moins de temps ils passent au soleil, mieux c'est pour eux, parce que vous savez très bien, on en parlera dans un point suivant, qu'ils détestent bronzer, hein. Ils détestent avoir la peau exposée au soleil, c'est pour ça que vous les voyez toujours avec des manches longues, des chapeaux, des jeans, des baskets, des chaussettes, etc. même quand il fait 38 degrés. C'est surtout pour se protéger du soleil. J'avais une amie qui avait sa maison au bout d'une rue et le propriétaire habitait dans la première maison de la rue. Il y avait peut-être 4-5 maisons dans la rue. Quand il venait la voir pour lui demander quelque chose, il prenait sa voiture pour faire, allez, on va dire pour faire 500 mètres, il prenait sa voiture avec la clim. Voilà. Donc pour vous dire à quel point les Thaïlandais n'aiment pas marcher, dès qu'on leur propose d'aller quelque part à pied, ils ne marchent pas. Donc au fait, j'ai l'impression qu'aussi c'est pour ça qu'il n'y a pas, ce n'est pas fait pour la marche, pour les piétons, vraiment, rien n'est pensé pour les piétons en Thaïlande de manière générale, peut-être à certains endroits, dites-moi si vous connaissez ça, mais vous oubliez tout ce qui est trottoir, tout ce qui est piste cyclable, n'en parlons même pas. Alors là on est très très loin. Serge qui fait du vélo, c'est aussi très dangereux parce que il fait du vélo et que la circulation est horrible et que les gens conduisent assez mal. Donc voilà, il y a ce côté-là qui m'embête un peu à la longue et qui devrait vous embêter aussi, je pense, si vous êtes des adeptes de la marche à pied. En numéro 3, on va parler de Patong. Alors Patong, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas Phuket, Patong c'est un quartier de Phuket. Alors Phuket est une île et vous avez des différents quartiers, on va dire ça comme ça. Et Patong est un quartier. Dans Patong, il y a une rue qui s'appelle Bangla Road et qui est une rue qui est très très animée, très touristique, très tout ce que vous voulez. Il y en a des rues comme ça dans principalement toutes les villes de Thaïlande. J'imagine, en tout cas, je sais qu'il y en a une à Bangkok qui s'appelle Soi Cowboy. Je sais qu'il y en a une à Pattaya. Je ne connais pas le nom de la rue, mais je sais qu'elle existe et qu'elle est très connue également. Il doit certainement y en avoir aussi à Hua Hin, à Chiang Mai, etc. Ce sont des rues où, en gros, on va regrouper tout ce que je déteste personnellement, c'est-à-dire le bruit très très fort. Moi c'est quelque chose qui me dérange, je suis plutôt allée au calme qu'au bruit. Les gens qui sont très alcoolisés, donc il y a de grandes chances que ça parte en bagarre, que ça parte en gestes déplacés, etc., etc. Vous avez les go-go bars, vous avez des concerts dans tous les bars, vous avez certains restaurants mais qui sont vraiment très médiocres, vous avez des gens qui cherchent à vous vendre des choses à la criée, donc par exemple sur Bangla Road vous avez les ping-pong shows. Je vous déconseille d'aller faire un ping-pong show, je vous assure que ce n'est pas un match de ping-pong que vous allez voir. Vous avez vraiment cette ambiance là qui pour moi représente au fait le pire, on va dire, de la Thaïlande à mes yeux, mais qui reste une attraction touristique et que les gens veulent voir quand ils viennent en vacances à Phuket. Nous, quand on a des amis qui viennent, ils veulent aller sur Bangla Road, ils veulent voir ce que c'est, et c'est les seules fois où on y va, Serge et moi, c'est quand on doit montrer ça à des gens, et je peux vous assurer que quand on y va, on traverse la rue dans un sens, et quand on se dit mince, il faut qu'on la refasse dans l'autre sens parce qu'on est garé de l'autre côté, on n'a pas envie de la faire une deuxième fois, et j'ai pas grand monde qui m'a demandé d'y retourner. Les gens comprennent après une fois qu'ils l'ont fait, c'est à voir, on va dire, c'est une attraction touristique, mais c'est vraiment pour moi quelque chose que je n'aime pas, cette ambiance-là, et qui, je pense, un petit peu dessert l'image de la Thaïlande et de ce que les gens se font de la Thaïlande comme image depuis l'extérieur, alors que ce n'est pas du tout ça. Si vous n'avez vu que Patong et Bangla Road quand vous êtes venu en vacances en Thaïlande, je vous conseille vraiment de revenir à Phuket pour voir d'autres choses, parce que ne vous arrêtez pas à cette image-là. Il y a encore 60% d'entre vous, oui, vous qui regardez ces vidéos, qui n'êtes pas abonnés à la chaîne Kathleen à Phuket. Alors si ce n'est pas encore fait, il vous suffit juste de cliquer en dessous pour vous abonner. Merci. En numéro 4, on va parler de l'addiction des Thaïlandais à tout ce qui est chirurgie esthétique et culture de l'image du physique. Alors c'est quelque chose qui vraiment m'exaspère, on va dire, plus que je déteste, parce que je ne juge pas ces personnes-là, mais ça m'exaspère parce qu'on va dire que les Thaïlandais ont une image, ils sont très très attachés à l'image qu'ils dégagent, surtout sur les réseaux sociaux. On va dire que cette chose-là vient de leur addiction aux réseaux sociaux, puisqu'ils sont tous sur leur téléphone tout le temps. Vraiment, si vous pensez qu'en France les jeunes sont sur leur téléphone, je crois que là c'est un autre niveau, c'est-à-dire qu'il est scotché à la main, il s'en va même pas. Et donc ils ont
ces images filtrées, ces images modifiées d'eux, qu'ils utilisent lorsqu'ils se servent des réseaux sociaux, et pour eux, qui ne représentent pas du tout les traits des Thaïlandais, on va dire. Donc, ils ont envie de changer de traits physiques. J'en parlais précédemment, je vous ai dit qu'ils détestaient les peaux foncées, les peaux bronzées. Pour eux, le standard de beauté, c'est une personne qui est très blanche, hein, ça va être des peaux de personnes japonais, voilà, c'est vraiment leur standard pour un homme de beauté, ce sont les chanteurs de K-pop, donc c'est la musique coréenne pop, et donc ce sont vraiment des hommes qui sont très blancs, très féminins, de peau avec des traits très féminins, sans poils, sans barbe, sans rien du tout, et les femmes, ce sont toutes des filles qui ont les yeux peu bridés, avec des yeux bleus, donc elles mettent toutes des lentilles, hein. Elles adorent les lentilles, on trouve des lentilles même sur le marché pour se faire les yeux bleus. Elles ont toute cette image-là donc de filles fines, avec, je vais vous en parler, avec un nez, parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas de nez. Alors vous savez que dans les traits asiatiques, c'est vrai que c'est rare d'avoir une fille ou un garçon qui a un nez prononcé, hein, comme le mien un petit peu, mais moi j'ai souvent la réflexion des Thaïs qui me disent « Ah, j'adore ton nez !» Et moi mon nez, bon, sans plus quoi. Et au fait, pourquoi? Parce qu'elles ont un gros complexe du nez. Elles me disent, j'ai des copines qui m'ont dit, mais mes lunettes elles tiennent pas, quand je mets mes lunettes de soleil elles tiennent pas sur mon nez parce qu'en fait elles n'ont presque pas de bosse, hein, elles ont un tout petit nez, presque le nez que nous les Européennes on aurait envie d'avoir. Et elles, donc la première opération de chirurgie esthétique qui fait fureur ici en Thaïlande, c'est l'implant de nez. Elles se font toutes implanter un petit truc en silicone sur l'arête du nez pour avoir donc cette petite bosse qui va être créée et qui va faire un nez un petit peu plus prononcé. Et ça coûte 12 000 bahts. J'ai demandé à une copine à moi thaï, elle me dit mais toutes les filles le font en Thaïlande, n'importe lesquelles, on commence toutes par cette opération de chirurgie esthétique qui n'est pas un gros truc mais qui est une petite opération de chirurgie tout de même. La deuxième étape, elles débrident leurs yeux, donc elles se créent une paupière parce que elles préfèrent pour se maquiller, etc. Encore une fois, ça ressemble aux stars. Elles se blanchissent la peau, hein. Tout ce qui est comme produit de beauté en Thaïlande que vous trouvez, alors du gel douche au déodorant en passant par je sais pas, tout, la mousse à raser pour les hommes, tout est blanchissant, tout est marqué whitening, donc il y a une obsession de peau blanche, et lorsqu'on veut trouver quelque chose qui n'est pas blanchissant, c'est très compliqué en Thaïlande, et voilà, c'est vraiment quelque chose pour elles qui ne sort, on n'arrive pas à leur faire sortir ça de la tête, que c'est joli d'avoir une peau bronzée. En plus ils bronzent facilement, ils ont la peau avec de la mélanine sans problème, ils prennent pas de coups de soleil. Donc au fait pour moi ce qui m'exaspère un peu, c'est l'envie d'effacer leurs traits thaïlandais au fait, quand on voit après sur les sites des avant-après de chirurgie esthétique, on va dire qu'elles ressemblent plus à des Thaïlandaises, les filles. Elles ont gommé tous les traits qui faisaient leurs caractéristiques et qui fait le charme aussi de ces filles-là. Je parle des filles parce que c'est principalement des filles qui font ça, même si beaucoup d'hommes aussi font de la chirurgie esthétique en Thaïlande, mais il faut savoir que c'est quelque chose dont ils sont très fiers. Lorsqu'ils peuvent se payer des opérations de chirurgie esthétique, ils en parlent, ils en font la pub, ils font des posts sur les réseaux sociaux, c'est un signe extérieur de richesse, ça montre qu'ils ont pu accéder à des opérations qui coûtent cher. Donc il y a l'inverse de ça avec la France où on veut pas en parler, où c'est discret, où on veut surtout pas que ça se voit, ou alors qu'on ne voit pas rentrer en rendez-vous chez un chirurgien esthétique parce qu'après, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va dire ici, mais c'est filmé, c'est montré, c'est très fier. On voit les filles qui dépensent de plus en plus d'argent là-dedans pour ressembler à ces standards de beauté qui sont un petit peu à l'opposé de leur physique. Donc ça va être compliqué et donc ça leur demande beaucoup d'argent et donc elles sont prêtes à faire beaucoup de choses. Moi je trouve ça un peu dommage et c'est quelque chose qui m'exaspère un peu parce que je trouve ça, voilà, de s'oublier à ce point, d'oublier son propre physique à ce point-là, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, on peut faire certaines modifications mais de là à vouloir complètement changer qui on est et son physique, je trouve ça un petit peu dommage, mais malheureusement ça va pas en s'arrangeant, ça va plutôt en évoluant de plus en plus en Thaïlande. En numéro 5, on va parler de la circulation et des embouteillages. C'est quelque chose dont je n'aurais jamais imaginé me plaindre à Phuket en tout cas, mais là ces dernières années c'est vrai qu'il y a énormément d'embouteillages et de circulation à Phuket.
Alors, à Bangkok, je n'en parle même pas, hein, c'est une des villes les plus embouteillées au monde, mais au moins à Bangkok, il y a des transports en commun qu'on peut prendre. À Phuket, il y a on va dire que pour chaque axe principal, hein, du nord au sud et de l'est à l'ouest, il y a des axes principaux et il n'y a pas vraiment de routes secondaires. Donc tout le monde est obligé de passer par les routes principales et donc ça congestionne très très vite sur ces routes-là, d'autant plus que toujours dans cette culture de l'apparence, les Thaïlandais ont de plus en plus de voitures, hein, ils font des crédits pour acheter des voitures parce que, encore une fois, ça fait riche, donc ils achètent des voitures, ils circulent de moins en moins en scooter et donc il y a de plus en plus de voitures sur la route. On a mis donc pour faire l'aéroport donc qui est au nord de l'île jusqu'à la maison qui est au sud, on a déjà mis 2h30 en voiture alors que c'est quelque chose qui, s'il n'y a pas d'embouteillage, on fait en 50 minutes. Donc vraiment ça devient catastrophique. J'ai des gens qui emmènent les enfants à l'école et qui me disent je fais 45 minutes de voiture le matin pour faire 10 km, même pas 10 km. Donc c'est des choses qu'on a quittées de la France lorsqu'on est parti et qu'on est content de ne plus avoir. Et là malheureusement c'est en train de se transposer à Phuket et c'est quelque chose qui est assez compliqué sur les nerfs au fait, parce qu'en fait on n'est plus habitué à ces embouteillages, on n'est plus habitué à s'énerver, à attendre. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui veulent quitter Phuket à cause de la circulation qui devient assez infernale là depuis ces dernières années, surtout pendant la haute saison. En numéro 6, on va parler de la pollution et de la gestion des déchets. Alors je rigole toujours lorsqu'on a des gens qui viennent de France et qu'on voit, qui viennent à la maison par exemple pour manger et qui me demandent ensuite après le repas, elle est où ta poubelle de recyclage, hein, ça me fait beaucoup rigoler. En Thaïlande, le recyclage, l'écologie, toutes ces préoccupations qu'on a, on va dire, dans les pays européens, vous pouvez oublier complètement tout ça. La Thaïlande, c'est le royaume du plastique, hein. Il y a des magasins, moi, que j'appelle des royaumes du plastique parce que tout est en plastique à l'intérieur, ils ne vendent que des choses en plastique. Il y a des sacs plastiques qui sont distribués de partout, hein. On vous les double, voire on vous les triple pour lorsque vous faites vos courses. Les Thaïs ne sont pas du tout éduqués là-dessus, hein. Je vois que les enfants balancent les choses comme ça dans la rue sans problème, ils jettent par terre des choses. Le jour où j'ai vu au fait le conducteur du camion poubelle balancer un gros gobelet en plastique par la fenêtre de son camion poubelle, je me suis dit ah oui d'accord, donc même ceux qui ramassent les poubelles ne sont même pas conscients de ça. Il y a très peu de nettoyage des rues, donc il y a du ramassage des poubelles, hein. Ça devant chez vous on ramasse les poubelles. Par contre si vous jetez quelque chose dans la rue, il n'y a aucun balayeur de rue, très très peu, hein. Je dis pas il n'y en a pas parce qu'il y en a, c'est vrai, mais c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement, c'est pas quelque chose qui est instauré de partout et des montagnes de détritus sauvages, il y en a de partout en Thaïlande et c'est assez catastrophique. Ce qui nous exaspère, c'est nous-mêmes parce qu'au fait, moi j'ai abandonné, hein, j'ai mon petit sac, un petit sac pliable dans mon sac à main, mais je laisse tomber parce que j'ai même pas le temps de leur dire quoi que ce soit, elles ont déjà tout mis dans un sac plastique. Donc en fait, je me retrouve avec des centaines de sacs plastiques, j'achète des bouteilles d'eau en plastique, hein, et au fait, pour vous, c'est des choses, oh, vous allez dire, mon Dieu, tu prends des sacs plastiques, mon Dieu, t'achètes de l'eau en plastique, dans des bouteilles en plastique, mais oui, au fait, on fait tous ça, et parce qu'on se dit, bon, bah là, à quoi ça sert, au fait, ça sert strictement à rien, si je prends mon sac avec moi, c'est pas ça qui va changer quelque chose au niveau de la Thaïlande, et les Thaïlandais sont pas dans cette éducation-là du tout, donc vous verrez que c'est quelque chose d'assez exaspérant de voir tout ce plastique et toute cette gestion des déchets qui est très très mal faite en Thaïlande. En numéro 7, on va parler de la ponctualité, ou plutôt de la non-ponctualité des Thaïlandais. Alors ça, c'est quelque chose qui, personnellement, m'horripile, hein, parce que je suis quelqu'un de très très ponctuel. Je ne suis jamais en retard, sachez-le, si un jour vous avez rendez-vous avec moi, je ne suis jamais en retard, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais je suis plutôt en avance qu'en retard. Je suis toujours la première lorsqu'il y a un événement ou quelque chose, je suis la première arrivée. Donc j'ai beaucoup de mal avec les gens en retard. Donc j'ai beaucoup de mal avec la non-ponctualité des Thaïlandais, c'est-à-dire qu'ils vous donnent une heure et ils ne sont jamais là à l'heure. C'est-à-dire qu'ils sont soit très en retard, 1 heure, 2 heures en retard, voire carrément 4 heures en retard, soit très en avance. C'est-à-dire qu'ils vous disent « je passe à 14 heures pour revoir le problème de ta pompe dans le jardin par exemple », et bien le gars il débarque à midi. Donc vous n'êtes pas du tout prête, vous étiez en train de préparer à manger, vous étiez en train de... ou alors il vous appelle, il vous dit « je suis devant le portail ». Je dis « non, il est midi, on avait dit 14 heures ». Ah oui, et pour eux c'est pas grave, c'est-à-dire il dit « ah je reviendrai ». Et nous, on prévoit nos journées par rapport à des rendez-vous qu'on a, et au fait, eux,
On se demande comment ils font pour gérer une journée parce que rien n'est organisé à l'heure, c'est très très rare. Si vous avez on va dire des ouvriers, si vous avez des employés qui sont là à l'heure, mais vraiment ce sont des perles rares, donc gardez-les. Et j'en parlais avec ma copine Thaï qui elle est à l'heure et elle me disait qu'elle s'arrache les cheveux dès qu'elle doit s'occuper de gérer un petit peu du personnel aussi, parce que c'est très compliqué d'avoir quelqu'un qui est à l'heure en Thaïlande. Moi j'appelle ça le Thai time, donc l'heure Thaï, c'est-à-dire que quand ils te disent je passe à 14h, je me dis ouais, 14h Thai time quoi, c'est-à-dire c'est entre 11h et 17h, voilà, en gros. Et ils n'ont pas la notion du temps comme nous, c'est-à-dire que le livreur Lazada par exemple, il vous appelle, parce qu'ils doivent appeler avant de livrer le colis chez vous, et il vous dit je suis là dans 5 minutes, mais au fait il est déjà devant chez vous. Ou inversement, je suis là dans 20 minutes, et au fait il arrive 1 heure après. Bon, voilà, c'est très compliqué pour eux de gérer ce temps, des rendez-vous, etc. Donc voilà, je vous préviens, comme ça vous n'êtes pas surpris aussi sur cette non-ponctualité des Thaïlandais. En numéro 8, on va parler du GPS et des adresses qui sont complètement improbables ici. Alors, une des choses qui m'exaspère ici, c'est en effet l'utilisation du GPS, c'est-à-dire que la plupart des Thaïs ne savent pas se servir d'un GPS de Google Maps. Pourquoi aussi ils ne savent pas vraiment s'en servir? Parce qu'au fait les adresses fonctionnent d'une manière très spéciale ici. Tout d'abord les adresses, donc quand on a un GPS en anglais par exemple, les noms des rues sont traduits depuis le thaï vers l'anglais, mais c'est de la traduction phonétique, donc c'est jamais exactement la bonne orthographe. Et ensuite le numéro dans les rues sont des numéros qui se suivent. On n'a pas 1, 3, 5, voilà, d'un côté et de l'autre côté les nombres pairs. C'est pas comme ça, c'est 25/38, 25/38, puis après on a 25/42, puis après en face on a 38/25, enfin c'est n'importe quoi. Même s'il y a une explication, en tout cas elle n'est pas logique, et du coup on ne peut pas rentrer une adresse sur un GPS et 3 allées du Peuplier et on nous emmènera à 3 allées du Peuplier. Non, on ne peut pas rentrer ça, donc on va rentrer des points de repère comme des restaurants, comme enfin oui, voilà, ça peut être un magasin, quelque chose qui a déjà été rentré dans Google Maps, et on va donner ça comme point de repère à quelqu'un si on a un rendez-vous, si on a quelque chose à se faire livrer, parce que on ne peut pas chercher une adresse tout simplement dans Google Maps. Ce que j'ai fait moi, c'est que pour ma maison, j'ai créé un point Google Maps, un point GPS Google Maps qui s'appelle maison, et lorsque je dois donner mon adresse à quelqu'un, j'envoie ce point GPS. Et c'est vrai qu'on se retrouve souvent à dessiner des cartes, désolé, à l'ancienne, parce qu'au fait, quand vous allez acheter par exemple un canapé dans un magasin de décoration, vous allez rentrer votre adresse et en dessous vous avez l'espace pour dessiner où vous habitez. C'est-à-dire que vous allez dessiner, alors là il y a le rond-point, puis là je descends, puis là il faut prendre la 3e à gauche, ok, là il y a un feu, on écrit des trucs, pour pouvoir guider le livreur qui va de toute façon pas trouver votre maison et va vous appeler quoi qu'il arrive, et bien sûr il ne parlera que le thaïlandais, donc ça va être compliqué de vous faire comprendre. S'il y a une chose aussi que je peux vous recommander, c'est d'apprendre à expliquer où est votre maison en thaïlandais. Moi c'est quelque chose que je sais expliquer en thaï pour chez moi, donc si un livreur m'appelle, je peux lui expliquer en thaï où c'est, parce que même s'ils ont une adresse GPS, même s'ils ont une carte qui leur explique où c'est, ils ne trouvent jamais les maisons, et c'est assez exaspérant parce qu'on se dit que, je sais pas, peut-être il faudrait changer le système d'adresse en Thaïlande et ça résoudrait tous ces problèmes, ce serait tellement plus simple, mais apparemment c'est pas au programme, donc voilà, vous verrez que c'est assez compliqué de gérer les adresses en Thaïlande et de savoir où on va avec un GPS et de pas se perdre, parce que malgré les GPS, on peut quand même se perdre en Thaïlande. En numéro 9, on va parler de leur obsession pour la nourriture thaïlandaise. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, m'énerve un petit peu sur le long terme, c'est-à-dire qu'il est très compliqué de faire manger autre chose que de la nourriture thaïlandaise à des Thaïlandais. Ils n'ont pas d'éducation de leur palais sur d'autres types de nourriture, donc pour eux c'est très compliqué de découvrir d'autres saveurs, de découvrir d'autres goûts, d'autres odeurs, etc. Ils n'ont pas été éduqués là-dedans, ils ont toujours eu les mêmes plats depuis qu'ils sont petits, hein, c'est toujours un petit peu les mêmes choses qui reviennent, et donc dès qu'on essaie de leur faire goûter des choses, c'est toujours la même réponse, c'est Ahan Thai Digwa, ce qui veut dire la nourriture thaï, c'est meilleur. Donc quoi qu'on essaye, parce que nous on est quand même
en tant que Français éduqués dans le goût, on a des influences de plein d'origines, en tout cas dans la nourriture en France, et donc on est habitué à manger du chinois, on est habitué à manger du français bien évidemment, du marocain, je sais pas moi, de l'indien, tout ça on est habitué à goûter différents types de cuisine, alors que pour eux non, c'est la nourriture thaï, c'est la nourriture thaï, c'est la nourriture thaï. Et parfois je me dis mais c'est vrai que dans les restaurants thaïlandais, alors après chaque région va avoir un petit peu ses spécialités, mais dans tous les restaurants thaïlandais où vous allez aller, c'est toujours le même menu. Il va juste être fait par un chef différent, donc il va être plus ou moins bon, plus ou moins parfumé, etc. Mais en gros, c'est toujours les mêmes plats. C'est comme si vous allez dans des restaurants français dans votre ville, et qu'en fait, dans tous les restaurants français de votre ville, c'est toujours le même menu. Voilà. Donc il n'y a pas de créativité au niveau de la nourriture thaï, il n'y a pas d'originalité de chefs qui vont jouer qui vont prendre un petit peu des libertés. Ça arrive, mais ça va être dans les restaurants assez luxueux, assez chics, où il y a une clientèle justement qui a un palais un petit peu plus éduqué, qui a voyagé, etc. Donc là, on va lui proposer du thaï fusion, donc c'est voilà, des influences différentes. Mais sinon, c'est toujours la même chose. Et dès qu'on essaie de leur faire goûter d'autres choses, il y a toujours ce refus de base. Et ils vont, on va dire, un petit peu mettre des choses sur la nourriture pour que ça leur rappelle des goûts qu'ils connaissent. Donc vous verrez que si vous leur faites goûter des choses françaises, ils vont rajouter du piment dessus. Ça, c'est principalement ça qui leur manque. Plus, ils vont rajouter du ketchup. Ne me demandez pas pourquoi, ils mettent du ketchup de partout. J'ai déjà vu des Thaïs mettre du ketchup sur la pizza, en mangeant avec eux la pizza, parce qu'elle avait un goût, certainement le fromage ne leur plaisait pas, donc ils ont rajouté du ketchup. Donc c'est vrai que c'est assez énervant à la longue, parce qu'on se dit, mais au fait, ils sont fermés dans leur nourriture thaï, et nous qui avons des envies de découvrir et de faire découvrir ça à des Thaïlandais, lui dire tiens regarde je te fais goûter ça et tout ça, c'est très compliqué. Donc d'ailleurs c'est pour ça que les Thaïlandaises qui parfois sont avec des hommes étrangers ne veulent pas aller en Europe, parce qu'elles se disent qu'elles ne pourront pas manger en fait. Elles finissent par manger que du riz, et elles emmènent des sauces avec elles dans les valises parce qu'elles ne peuvent rien manger d'autre que thaï. Donc c'est très très compliqué. Et on va terminer notre numéro 10 des choses qui m'énervent en Thaïlande, c'est de se faire voir constamment comme un porte-monnaie sur pattes. Alors c'est quelque chose qui arrive tout le temps, tous les jours, même après 11 ans ici, du moment qu'on a une tête d'étranger, on a de l'argent. Alors que je peux vous assurer qu'il y a des Thaïs qui ont énormément d'argent, beaucoup plus que nous, ça c'est certain. Alors c'est pas la majorité, mais je vais vous donner des chiffres parce que j'ai trouvé qu'ils étaient intéressants. En 2021, la Thaïlande comptait 125 000 millionnaires, et c'est pas des millionnaires en bahts, c'est des millionnaires en dollars américains. Donc 125 000 millionnaires en Thaïlande en 2021, et il est prévu qu'il y en ait 162 000 en 2026. Donc vraiment le nombre de personnes extrêmement riches grandi en Thaïlande, et je peux vous dire que certaines familles en Thaïlande sont vraiment très très aisées. Ils ont principalement fait fortune, en tout cas à Phuket, ils ont fait fortune parce qu'ils ont des terres et qu'ils ont pu vendre ces terres ou louer ces terres pour des hôtels, pour des projets immobiliers, etc. Donc ça, en tout cas à Phuket, ça vient principalement de là. On n'a jamais un prix qui va être, on va dire, honnête, juste tout de suite. On va toujours nous proposer le prix Farang, c'est-à-dire le prix pour étrangers, c'est-à-dire le double du prix qu'un Thaï aurait sur certaines choses. Alors pas quand vous faites vos courses ou dans les magasins, parce que là le prix c'est le prix que vous allez payer à la caisse, ni dans les restaurants, mais il y a des choses où si vous demandez un loyer, vous n'aurez pas le même prix si vous êtes thaïlandais ou si vous êtes étranger. Si vous demandez des devis pour faire des travaux chez vous, vous allez voir que les devis vont tout de suite flamber parce que vous êtes étranger. Et c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude, quand on doit faire des travaux, des choses comme ça, je fais appeler mon amie thaïlandaise pour avoir des prix qui, on va dire, sont thaïlandais, pour ne pas me faire avoir tout de suite, parce que le fait que je sois là depuis 11 ans, ils en ont rien à faire. Le fait que, voilà, pour eux, quoi qu'il arrive, on est blindés, quoi qu'il arrive, on est tous blindés, dites-vous bien ça. C'est vrai qu'il y a parfois écrit des promotions à Starbucks où c'est marqué en thaïlandais. Vous allez avoir des petites choses comme ça où en fait vous n'aurez pas accès si vous ne lisez pas le thaï et que vous ne parlez pas le thaï. Donc c'est vrai que ça peut être un peu exaspérant à la longue, et c'est vrai que ça fait partie des choses qui moi m'énervent un peu, parce qu'au fait c'est jamais plaisant de toujours se faire voir comme uniquement un porte-monnaie qui marche, voilà, dans la rue. J'ai terminé cette longue vidéo des 10 choses que je déteste en Thaïlande. Vous avez compris que je ne déteste pas ces choses-là, mais on va dire que c'est plutôt des choses qui m'énervent sur le long terme.
On fera l'équivalent, on fera les 10 choses que j'adore en Thaïlande, comme ça la vidéo s'annulera et on repartira à zéro. Vous avez certainement aussi des choses qui vous énervent en Thaïlande, je vous laisse me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous détestez en Thaïlande. Bien évidemment, nous, en tout cas, notre vie en Thaïlande, elle est toujours plus positive que dans le négatif, donc c'est pour ça qu'on reste, hein. Comme je vous l'ai dit au début, on adore la Thaïlande, hein, bien évidemment. J'ai fini de pousser mon petit coup de gueule de la semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11 h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye bye.